On ne pouvait pas organiser cette journée sans l'aide des qualiticiens. On a travaillé en étroite collaboration avec le service de qualité des soins et Pierre Chopard notamment sur cette journée-là. Donc c'est vraiment les financiers qui ont travaillé main dans la main avec les qualiticiens pour préparer cette journée. Et donc j'invite Pierre Chopard à faire la conférence introductive en fait pour poser un peu la problématique autour de laquelle nous allons entendre tous les orateurs aujourd'hui. Voilà Pierre. Est-ce que c'est moi qui passe les dias ou pas? Oui. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un plaisir effectivement de partager cette journée avec vous, de faire cette partie introductive et puis de répondre à cette question que je ne vois pas encore, mais qui ne saurait tarder. C'est: peut-on améliorer la qualité en réduisant les coûts? Alors, évidemment, comme je fais l'ouverture, il y a un point d'interrogation, mais en fin de journée, le point d'interrogation devrait disparaître et on devrait pouvoir se positionner. Oui, et si oui, pourquoi? Comment? De combien peut-on réduire les coûts et de combien peut-on améliorer la qualité? Et si la réponse est négative, il faudra expliquer aussi pourquoi nous ne pouvons pas réduire les coûts en améliorant la qualité des soins. Alors, il y a encore un petit souci sur les... alors, c'est plutôt ici peut-être. En introduction, il va falloir peut-être que je fixe évidemment le cadre en définissant ce qu'est la qualité des soins pour qu'on soit au moins tous d'accord de quoi on va parler durant la journée. Je vous donne ici la définition qui est reprise par l'Institut de médecine aux États-Unis. C'est la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations d'augmenter la probabilité d'atteindre des résultats de santé escomptés en conformité avec les connaissances professionnelles du moment. En d'autres termes, c'est un peu abrupt de commencer la matinée comme cela, mais en d'autres termes, ça signifie que nous avons une obligation de moyens, et ça je crois que c'est important de s'en souvenir. Comme je suis un peu petit, je n'arrive pas à lire par-dessus le bureau, mais je vais lire comme ça, mais du coup vous allez peut-être plus m'entendre. Donc nous avons une obligation de moyens et non de résultats, et je crois que ça c'est important de s'en souvenir. Ces moyens, ils doivent être basés sur les connaissances professionnelles du moment, avec comme objectif d'augmenter la probabilité de résultats en termes de santé. La qualité des soins, c'est aussi un construit multidimensionnel. Faire de la qualité des soins voudrait dire que l'on doit être capable d'offrir des soins qui sont sûrs, c'est-à-dire éviter que les patients que nous prenons en charge vont subir des préjudices suite aux activités que l'on aura mises en œuvre. Nos soins doivent être efficaces, c'est-à-dire justement basés sur les connaissances, sur l'évidence scientifique. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'on puisse éviter la surutilisation qui consisterait à faire des actes qui ne sont pas jugés nécessaires par la connaissance, ou éviter la sous-utilisation, c'est-à-dire ne pas faire des actes que l'on devrait faire compte tenu de l'évidence scientifique. Enfin, il y a aussi l'efficience, qui est la troisième dimension de la qualité, donc c'est éviter le gaspillage. Il ne s'agit pas uniquement de faire des soins sûrs, efficaces et efficients, mais il faut aussi prendre en compte les valeurs et les besoins du patient. Enfin, faire les choses en temps utile et respecter le principe d'équité. Donc vous voyez que la qualité des soins, c'est un construit multidimensionnel, et être bon sur l'ensemble de ces dimensions en même temps, pour un système de santé ou pour un fournisseur de prestations, que ce soit un hôpital, une clinique ou un cabinet en médecine de ville, cela peut être quand même un sacré challenge. Le premier qui a mis le pavé dans la mare, parce que jusqu'alors tout allait relativement bien, le premier qui a mis le pavé dans la mare, c'est Weinberg en 1973. Weinberg est un médecin, il est néphrologue et il est passionné d'épidémiologie. Et tout à coup, il lui prend l'idée d'évaluer les prestations dans un État américain, l'État du Vermont, dans le nord-est des États-Unis. Et ce qu'il constate, c'est que finalement, si vous êtes une femme, selon où vous habitez dans l'État du Vermont, vous avez 3 fois plus de chances éventuellement d'avoir une hystérectomie. Et si vous êtes un homme, vous avez jusqu'à 4 fois plus de chances d'avoir une prostatectomie, uniquement en fonction de là où vous résidez dans cet État.
Là, on est au cœur d'un sujet extrêmement important qui est la variance de pratique. Et ce que Weinberg met en évidence, c'est que cette variance de pratique ne semble pas être due à l'état clinique des patientes ou des patients qui sont pris en charge. Cette variance n'est donc pas une variance expliquée par l'état clinique, ce n'est donc pas une variance justifiée, cela semble être plutôt une variance injustifiée. Évidemment, ce papier fait beaucoup de bruit, à tel point que lorsqu'il le soumet à d'excellents journaux médicaux, son papier est refusé, ce qui explique que finalement cet article est publié dans Science. Donc si votre article est refusé dans le New England, eh bien, il y a encore de l'espoir, vous serez peut-être dans Science. Cette variance, on va la retrouver tout le temps, cette variance non justifiée. C'est quelque chose qui est intégré quasiment dans nos systèmes de santé et qui pollue quelque peu la qualité des soins. Je vous montre ici un exemple concernant la prise en charge de patients insuffisants cardiaques. Alors ici, on n'est plus aux États-Unis, c'est en anglais, mais c'est WashUG. Et vous voyez qu'on mesure le pourcentage de patients qui ont bénéficié d'une échocardiographie durant leur séjour. Les recommandations sont claires, ils devraient en avoir une. Vous voyez que 58% des patients l'ont reçue. La prescription de bêta-bloquants à la sortie, les indications sur le plan scientifique sont extrêmement claires. Les patients devraient avoir des bêta-bloquants, sauf contre-indication. Et vous voyez que seuls 57% des patients en ont reçu. Maglin a fait une étude aux États-Unis qui montre que finalement les patients américains dans son étude, plusieurs milliers de patients assurés dans un système d'assurance fédérale, ces patients recevaient en moyenne la moitié des soins qu'ils auraient dû recevoir. Ce qui veut dire que quand vous entrez à l'hôpital, bien grosso modo, vous savez que vous allez recevoir la moitié des soins que vous auriez dû recevoir. Alors, on peut agir, et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas se lamenter, on va essayer d'agir. Et pour agir, il faut travailler sur les process. Et vous voyez que quand on travaille sur les processus, et lorsqu'on travaille par exemple sur le processus de prise en charge des patients avec une insuffisance cardiaque, on est capable d'améliorer le pourcentage de patients qui reçoivent ce qu'ils auraient dû recevoir. Et là, vous voyez que maintenant, 71% des patients, après avoir travaillé sur l'itinéraire clinique insuffisance cardiaque, 71% des patients reçoivent des bêta-bloquants. C'est important en termes de qualité, parce que lorsque l'on mesure les outcomes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il devient de ces patients après leur sortie de l'hôpital, selon qu'ils aient ou non reçu des bêta-bloquants, eh bien, ils vont être plus ou moins réhospitalisés, voire plus à risque de décéder. Et c'est ce que montre la ligne rouge en dessus. La ligne rouge, vous voyez d'abord sur l'abscisse, vous avez le temps qui passe après la sortie de l'hôpital. 15 jours, 30 jours, 45 jours. Et puis, sur l'ordonnée, vous avez le pourcentage de patients qui n'ont pas été réadmis ou qui ne sont pas décédés. Et vous voyez que les patients qui reçoivent les bêta-bloquants et qui ont une insuffisance cardiaque grave, eh bien, sont moins réadmis ou sont moins sujets à décéder. Donc, cette prescription de bêta-bloquants a un impact sur l'outcome patient. Ça, la science nous le disait déjà. C'est pour ça qu'il y a cette indication de prescription sur les bêta-bloquants. Travailler sur nos processus de prise en charge des patients, ça améliore la qualité, ça sauve des vies, ça réduit la morbimortalité. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans notre fonctionnement organisationnel. Vous avez ici deux équipes. Vous avez les équipes des bleus et les équipes des jaunes. Ça représente, l'équipe des bleus représente 6 hôpitaux, l'équipe des jaunes 5 hôpitaux. L'équipe des jaunes ne va rien changer à sa pratique. L'équipe des bleus va faire quelque chose. Au départ, on mesure le pourcentage de complications pour des patients qui sont pris en charge en chirurgie. Et vous voyez que le pourcentage de complications est aux environs de 25%. Il n'est pas statistiquement différent entre les bleus et les jaunes. Les jaunes vont avoir une idée un peu saugrenue. Ils vont se dire on va revoir l'ensemble de la prise en charge en chirurgie, depuis la consultation de préhospitalisation jusqu'à la sortie du patient. On remet à plat tout ce qu'on fait, on redéfinit le qui fait quoi, comment on le fait, et le résultat est intéressant parce que vous voyez que quelques mois après l'implémentation des nouveaux processus de prise en charge de ces patients, le taux de complications est réduit d'une façon substantielle et le nombre de patients qui sont victimes d'une ou de plus d'une complication passe de 15% à 10% et le changement de ces processus est même capable de réduire la mortalité. On sait dans la littérature que nos systèmes de santé font face à un problème de sécurité des soins.
je vous passe, je cite juste ici des études, mais globalement, dans une unité de soins de 30 lits, on a environ 6 événements indésirables graves par mois. Alors quand vous présentez ces chiffres à des médecins ou des infirmières qui travaillent dans des unités de soins, ils vous répondent que ce n'est pas possible, qu'ils ne les voient pas, ces événements-là. Alors il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce que sont ces événements indésirables graves. Eh bien, c'est une foule de choses. Ça va de l'insuffisance rénale qui aurait pu être évitée, qui est temporaire, mais qui va quand même, par exemple, prolonger l'hospitalisation. Ça va être une hémorragie sur un anticoagulant, ça va être une chute avec fracture du fémur, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème de variance de pratique? Eh bien, c'est parce qu'on véhicule dans nos systèmes de santé un concept de qualité que je qualifierais de vieux et obsolète. Ça, c'est un petit clin d'œil à Arnold Schwarzenegger dans le dernier Terminator, où lui avait la chance d'être vieux, mais pas obsolète. Là, donc, ce concept, qu'est-ce qu'il nous dit? Il laisse présupposer que si on est des professionnels compétents, alors on va fournir des soins de qualité. Si nous avons la maîtrise clinique de ce que nous faisons, alors nous allons délivrer des soins de qualité. Ça, c'est un modèle qu'on a retrouvé dans notre organisation lorsqu'on a conduit des entretiens avec des médecins et des infirmières. Donc c'est un modèle qui est centré sur le professionnalisme et l'autonomie du professionnel. Et ce modèle, d'autres l'ont appelé le cottage industry. Ce serait une industrie, et nous sommes une industrie. Quand on regarde le volume de patients que nous prenons en charge, 800 000 journées d'hospitalisation, 50 000 admissions, 900 000 consultations, etc. C'est une industrie. D'ailleurs, on parle d'industrie de la santé. Mais c'est une industrie qui souvent applique des méthodes artisanales, d'où le nom de cottage industry. Et en fait, l'idée, c'est que nous devrions petit à petit intégrer des méthodes qui nous viennent de l'industrie si l'on veut être capable de maîtriser le volume d'activité que nous devons prendre en charge. Faire de l'industrie dans le domaine des soins, c'est souvent pas très bien perçu par les médecins et les infirmières. Et en fait, ce que nous devrions faire, c'est être capable de faire du prêt-à-porter et du sur-mesure quand c'est nécessaire. C'est ce que certains auteurs dans les pays anglo-saxons appellent de la mass customization. Donc, en conclusion, améliorer la qualité en réduisant les coûts nécessiterait certainement de notre part de nous engager à respecter notre obligation de moyens afin d'augmenter la probabilité de résultats souhaitables et ainsi réduire les coûts. Mais la question, c'est comment inciter les organisations, les fournisseurs de prestations, à s'engager dans le respect de cette obligation de moyens. Je pense que nous aurons des éléments de réponse au cours de la journée. Je finis par une petite page de pub. Je vous rappelle que le 12 septembre, il y aura la journée latine de l'excellence en santé sur la thématique des indicateurs et de leur utilisation pour l'amélioration de la qualité des soins. Et si vous avez envie de développer encore des compétences dans le domaine du management par la qualité, vous avez le DAS Qualité et Sécurité des Soins qui commence au mois de septembre et pour lequel les inscriptions sont en cours. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre. Voilà qui introduit de façon magistrale cette journée. Donc on va démarrer la première session thématique autour du thème